Méconnue et d'une beauté austère, la Namibie ne cesse de surprendre le voyageur par l'immensité et la splendeur de ses paysages sans fin. Ici, la vie a su s'adapter pour perdurer. Il suffit d'une journée de vent ou d'une heure de pluie pour que le décor se transforme. Des déserts aux couleurs de rouille aux réserves d'animaux légendaires, des espaces infinis aux côtes désertes de l'Atlantique, la Namibie est une terre promise aux richesses insoupçonnées. Et si son patrimoine naturel est spectaculaire, la Namibie abrite aussi une fascinante mosaïque culturelle. C'est ce véritable trésor caché que nous vous invitons à découvrir ici. La Namibie se trouve au sud de l'Afrique, sur la côte ouest du continent. Ancienne colonie allemande, elle fut ensuite occupée par l'Afrique du Sud pour en devenir une province, avant d'accéder à l'indépendance en 1990. Le pays n'est guère peuplé. Avec 2 millions d'habitants pour un territoire vaste comme 2,5 fois l'Allemagne, la Namibie possède l'une des 3 plus faibles densités au monde. Face aux mégapoles africaines comme Nairobi ou Johannesburg, Windhoek ressemble plus à une petite ville qu'à la capitale d'un pays. Situé à 1600 mètres d'altitude, Windhoek signifie « lieu où souffle le vent » en afrikaans. Au début du XXe siècle, Windhoek, pendant plus de 10 ans, fut la capitale du sud-ouest africain allemand. La gare de Windhoek a gardé ses airs d'autrefois avec son architecture nostalgique à la Cape Dutch, le style colonial du Cap. Ces fragments de météorites ont été découverts en 1913. Ils sont constitués à 90% de fer et proviennent du plateau central du pays, où une pluie de pierres célestes s'était abattue sur les environs de Marienthal. Le pays tire principalement ses ressources de l'industrie minière, mais aussi des diamants et de la pêche. Sans oublier le tourisme qui ne cesse de croître et pour lequel la Namibie est une terre promise au potentiel quasi illimité. Le pays est composé d'une mosaïque d'ethnies, où se mêlent Herero, Khoikhoi, San ou encore Afrikaners et Allemands. Prenons maintenant la route du sud vers la réserve d'Amani qui abrite un centre de réhabilitation des félins. Olivier Wallet est le responsable de leur réinsertion dans le milieu naturel. Il vit ici, à près de 2000 mètres d'altitude, au milieu des montagnes du Khomas-Orland, entouré de ceux qu'il appelle ses amis et qu'il a vu grandir. Comme ces 2 guépards qu'il a réintroduits ici et auxquels il est profondément attaché. Olivier est français. Avec son père Alain, ils ont créé ce centre destiné aux fauves et aux félins blessés, orphelins ou restés trop longtemps en captivité pour pouvoir s'en sortir seuls en milieu naturel. Ce refuge permet à ces animaux de couler des jours paisibles en toute liberté. La faiblesse de cet animal incroyable qui est le mammifère terrestre le plus rapide de la planète, c'est sa sensibilité à l'affection humaine et qui finalement détruit son potentiel sauvage parce qu'il devient un extrêmement bon compagnon lorsqu'on lui donne de l'amour quand il est petit.
restent des guépards sauvages, et donc il faut leur apprendre et être bien conscient de certaines choses et de leur capacité à vous faire mal éventuellement avec cette griffe incroyable qui est très tranchante. Il est possible de leur donner la chance de repartir en brousse et d'être avec eux pendant le temps nécessaire afin qu'ils trouvent le moyen de se débrouiller par eux-mêmes. Pour ces deux guépards, les chances de retourner à l'état sauvage sont très faibles. Olivier a beaucoup d'autres amis ici, qui l'appellent en imitant leurs cris. En moins de 5 minutes, le roi des animaux approche à son rythme, accompagné de sa lionne. Par mesure de sécurité pour l'équipe de tournage, Olivier préfère garder un grillage entre les fauves et lui, ce qui n'enlève rien à l'affection manifeste que lui portent les lions. Ces pauvres lions étaient censés vivre toute leur vie dans une captivité terrible. Et on leur a donné une seconde chance ici, avec un territoire très grand. Contrairement à d'autres États, la Namibie a pris très tôt conscience de la richesse de son patrimoine naturel et de la nécessité de le préserver. Plus de 15% du pays est aujourd'hui protégé par des réserves, comme celle d'Etosha au nord, reconnue comme l'une des plus belles de la planète. Etosha signifie « grand endroit blanc d'eau asséchée » et vient de l'Etosha Pan, un immense désert salin de plus de 5000 km qui chaque année se transforme en une lagune peu profonde. En Afrique, le prestige d'une réserve tient à sa capacité d'offrir au regard du visiteur ce que l'on appelle les Big Five: lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles. À Etosha, on peut tous les croiser et bien d'autres encore. Le parc d'Etosha est aussi un paradis d'observation unique pour les naturalistes. 114 espèces de mammifères, 340 d'oiseaux et 16 de reptiles, sans oublier le nombre incalculable d'insectes divers. La diversité animale y est exceptionnelle.
Même si elles se sont habituées à la présence de l'homme, les girafes ne sont pas d'un abord toujours faciles. Leurs sabots sont en particulier une arme redoutable pour éloigner les lions qui s'approcheraient d'un peu trop près. Autour du point d'eau, il n'y a pas de hiérarchie. Ce sont les habitudes qui prévalent. Mais lorsque les éléphants occupent les lieux, les girafes se tiennent en retrait et attendent patiemment leur tour. La plupart des éléphants vivent en groupe, selon une hiérarchie sociale ancestrale dominée par les femelles les plus âgées. Celles-ci se déplacent en cellules d'une demi-douzaine, accompagnées de leurs petits. Un éléphant boit en moyenne 225 litres d'eau par jour, ce qui prend forcément un peu de temps au point d'eau. Les girafes s'impatientent et tentent une approche discrète. Mais la présence d'un petit éléphanteau accentue encore le rapport de force. Si sa taille a été ramenée à 22 000 km², ce parc reste l'un des plus grands d'Afrique, mais aussi l'un des plus anciens, puisque les Allemands, dès 1907, avaient fait de ce territoire une réserve. Une partie du groupe des éléphants s'est enfin éloignée, et les girafes peuvent enfin approcher, obligées par leur grande taille à écarter les pattes en compas pour étancher leur soif. Nous reprenons notre route croisant en chemin d'autres animaux plus discrets, une chouette ou encore un jacal. Sorte de chacal, parent proche du chien et du loup. Ce charognard qui s'attaque volontiers aux gazelles vit plutôt en couple et il est rare de le voir circuler seul. On recense à Etosha 35 espèces de rapaces, et notamment des aigles et des faucons. Ce sont les zèbres qui profitent maintenant de cette fin de journée. Leur rayure reste une véritable énigme pour la science. Dans les années 1970, certaines recherches ont montré que la mouche tsetse, responsable de la maladie du sommeil, était attirée par les larges zones monochromes. Les rayures permettraient donc de se protéger du parasite. Il est en effet prouvé que les zèbres, comme les gnous ou les gazelles, résistent bien à cette maladie. Les rhinocéros sont particulièrement surveillés. Dans certains parcs, on leur scie même préventivement la corne pour dissuader les braconniers. Les tentes héritées des safaris du siècle dernier ont laissé la place à des lodges confortables comme celui d'Onguma. L'autruche d'Afrique est de loin le plus grand et le plus gros des oiseaux. Elle peut mesurer jusqu'à 2,50 m et peser 150 kg. Sa taille et sa grâce fascinent toujours autant. Les suricates sont moins faciles à observer. Ces mammifères de la même taille que la mangouste vivent en petites colonies et sont particulièrement attentifs aux menaces potentielles. Des sentinelles alertent par de petits cris de la présence de chacals, serpents et surtout rapaces pour lesquels ils sont une proie facile. Poursuivons maintenant notre route vers le sud, direction le Damaraland, une région qui s'étend du désert de Namib à la côte de Skeleton. L'école de Djikundo est aujourd'hui déserte. Les 240 enfants de toute ethnie confondue qu'elle accueille habituellement étant en vacances.
Ojikondo est d'ailleurs plus un village qu'une simple école dans cette zone aride et dépeuplée où l'entraide et la solidarité sont essentielles. La géologie est maintenant différente. D'immenses blocs de granit jalonnent la savane, dominée par des montagnes, vestiges d'anciens volcans où les girafes s'ébattent en liberté. Et même si les chances de croiser un véhicule sur ces pistes sans fin sont minces, la girafe reste prudente pour traverser. Lorsqu'elle court, elle va à l'amble, à l'instar du chameau ou de l'ours, c'est-à-dire qu'elle lève ensemble les deux pattes du même côté. En vitesse de croisière, la girafe court à 15 km/h, mais peut accélérer jusqu'à 55 km/h en prenant un curieux galop. Ses pattes avant se lèvent ensemble, mais largement écartées, pour éviter que ses sabots ne s'entrechoquent. Ces paysages composés d'aiguilles de granit marquent l'entrée en pays Imbas, le Kaokofeld. Cette population semi-nomade proche des héréros mène encore de nos jours une vie très proche de celle de leurs ancêtres. Dans cet environnement, parmi les plus rudes du monde, leur survie tient essentiellement aux solides alliances qui existent entre les villages et les différents clans. La population totale des Imbas est estimée à 50 000 âmes. L'extrême dureté des conditions climatiques et l'isolement qui en résulte a tenu ce peuple à l'écart des influences extérieures et permis de conserver intact son patrimoine culturel. Après avoir survécu aux sécheresses et aux guerres des années 80, les Imbas ont su reprendre la main sur leur territoire et connaissent depuis plusieurs années un véritable renouveau. Les femmes Imbas s'enduisent traditionnellement le corps d'ojizé, un odorant mélange de beurre, d'ocre et d'herbe qui donne à leur peau cette teinte orange foncée, proche de la couleur de la terre qui les entoure. Appliqués sur leurs cheveux, ils prennent alors l'aspect des dreadlocks. Mais au-delà de toutes ces qualités esthétiques, l'ojizé protège la peau des Imbas du soleil et des insectes. Tandis que les hommes mènent les troupeaux paître, les femmes et les enfants restent au village. Les Imbas ont su jusqu'à aujourd'hui vivre en quasi-autarcie. Ils fabriquent tout eux-mêmes, comme ces lourds bijoux qu'ils portent quotidiennement. Une menace récente pèse cependant sur cette tribu à cause d'un projet de barrage qui obligerait les Imbas à abandonner leur terre natale et leur village appelés à être submergés. Une menace d'autant plus grande pour ce peuple ancestral qu'elle briserait les liens spirituels qui les unissent à leurs ancêtres, enterrés dans ces vallées du Kakoland. Cette femme tisse des guêtres, les kauris, pour se protéger des serpents. Mais il s'agit avant tout de bijoux réalisés avec des perles, des coquillages et du fil de fer. Au-delà de la menace du barrage, les Imbas doivent faire face aux problématiques qu'impose la rencontre soudaine et finalement inévitable d'une culture ancrée dans ses traditions et de nos modes de vie occidentaux. Le tourisme désorganise leur façon de vivre et confronte avec plus ou moins de bonheur ces peuples premiers à la fulgurance du progrès technique et à ces fléaux comme par exemple l'alcool. Le coquillage que la jeune fille porte entre les seins signifie qu'elle est en âge de procréer. L'une d'elles vient de donner le signal pour débuter une danse.
L'âge détermine le mode d'entrée dans la danse. Une jeune fille prépubère porte sa coiffe vers l'avant sur les yeux, alors qu'une jeune femme porte ses tresses vers l'arrière. Le Kral est le village traditionnel des Imbas. Les huttes y sont disposées en rond et construites à partir de branches d'épineux. En général, les Imbas s'installent dans un lieu pour une saison, puis changent ensuite de point de chute. Au centre de la hutte, le feu sacré. Il brûle en permanence et ne doit jamais s'éteindre. C'est un élément religieux fondamental, car il est le lien avec les ancêtres. Pour la cuisson, on utilise un autre feu. Les Imbas vivent entourés d'animaux, ce qui assure les ressources en lait et en viande. Mais la seule source d'eau vient du ciel. Et quand la pluie vient à manquer, ce sont les récoltes qui souffrent, comme le maïs, un aliment de base dans l'alimentation des Imbas. Ils le broient et le mélangent avec des herbes de la brousse. En quittant le pays Imba depuis Korikchas pour se diriger vers Dwifelfontein, le paysage dévoile au sol des silhouettes familières. Ce sont les traces de la forêt pétrifiée. Une cinquantaine de troncs d'arbres fossilisés depuis plus de 240 millions d'années et pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de long. Leur état de conservation est fascinant. À première vue, cette plante semble assez anodine. La Welwitschia est pourtant l'un des végétaux les plus anciens et les plus mystérieux de la planète. Le spécimen le plus âgé atteint 2000 ans en Angola. Au cours de sa longue vie, la Welwitschia développe seulement 2 feuilles que le vent effiloche. À part les transports en commun locaux, pas grand monde sur cette route, qui est pourtant un axe important du pays. Les Handbook Community renseignent les voyageurs sur la région tout en essayant de faire vivre cette petite boutique qui hésite entre souvenirs et œuvres d'art improbables. Rares sont les véhicules qui s'arrêtent dans ce lieu hors du temps pour y acquérir quelques souvenirs. Dans cette région, où la différence de température entre le jour et la nuit est saisissante, les paysages changent à nouveau dans une alternance de zones désertiques et de roches très découpées. Ici, l'accès n'est pas toujours simple. Les 4x4 circulent plus facilement sur des pistes qu'il est fortement conseillé d'éviter pendant la saison des pluies. Dans un pays aussi vaste et aussi riche de diversité, le tourisme commence à se structurer et invite le voyageur à quitter les safaris photos pour partir à la rencontre d'une nature plus rare et plus surprenante encore.
Parfaitement intégré dans la roche, un lodge accueille ici le voyageur et l'invite à goûter un silence que le vent et les bruissements de la nature ne sauraient troubler. C'est dans cette région du Kunene que l'on peut aussi observer les éléphants du désert qui ne sont pas d'une approche facile. Il n'en existe que 2 groupes en Afrique, l'autre vit au Mali. Ils sont parfaitement adaptés aux zones sableuses et désertiques. Leur corps est plus petit et leurs pattes plus larges, et surtout ils sont capables de creuser dans le sable avec leur trompe pour chercher de l'eau. Si la vue de l'éléphant n'est pas très bonne, son ouïe et son odorat très développés l'alertent immédiatement de la présence d'un danger. Il peut alors réagir très vite et se mettre soudainement à courir. Dans les années 80, les quelques 3000 éléphants du désert qui vivaient dans la région du Kunene ont été massacrés par des chasseurs et des braconniers. Des mesures très strictes ont alors été prises pour protéger l'espèce dont on estime aujourd'hui la population à près de 600 individus. Cause ou conséquence de cet environnement naturel désertique et pauvre en ressources alimentaires, les éléphants du désert ont adapté leur métabolisme, se satisfaisant d'une nourriture très riche en protéines. D'autant plus que certains micro-organismes de leur système digestif en produisent eux-mêmes pour éviter toute carence. Nous approchons maintenant de Tweefontein, l'un des plus impressionnants sites archéologiques de Namibie, inscrit depuis 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site propose aux visiteurs un fascinant voyage dans le temps, au milieu de peintures rupestres datant du Paléolithique. L'aube de l'humanité en somme. Ces représentations d'animaux, par exemple, ont été réalisées il y a plus de 6000 ans. Ces gravures ont été réalisées par les Bushmen. Parmi eux, il y avait des chamans qui se transformaient en animal après un rituel durant lequel ils tapaient des mains, chantaient et dansaient. L'explication la plus plausible est que des grottes se seraient un jour effondrées, laissant ainsi apparaître ces gravures sur pierre, d'autant plus exceptionnelles qu'elles offrent d'uniques représentations de lions et d'éléphants blancs. Beaucoup d'entre elles représentent d'ailleurs des espèces désormais disparues de la région, comme par exemple l'otarie. De formidables travaux ont été entrepris pour préserver le site, salué par cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le voyage nous amène ici au début de la Skeleton Coast, qui borde l'océan Atlantique sur plusieurs centaines de kilomètres. Cette côte des squelettes doit son nom à l'immense cimetière marin qui s'est créé du fait des nombreux navires imprudents perdus dans les brouillards et venus s'échouer sur ces rivages escarpés. Les marins portugais l'avaient même surnommé les sables de l'enfer. On y croise aussi des vestiges plus récents d'anciens puits de pétrole désormais désertés.
La partie sud de la côte, placée sous la protection d'un parc national, est aujourd'hui une destination très prisée des amateurs de pêche à la ligne. C'est une réserve unique au monde et un spectacle fascinant que nous découvrons maintenant. Ce territoire possède la plus grande concentration de phoques à fourrure d'Afrique, dont on estime la population à 250 000 individus. Le courant froid du Benguela maintient ici une biodiversité extrêmement riche qui assure leur subsistance malgré la proximité du désert. S'ils savourent avec bonheur les vagues de l'océan, les phoques doivent pourtant faire face à de nombreux prédateurs, comme les orques et les requins. Ils commencent aussi à souffrir de la raréfaction du poisson, victime de la pêche industrielle intensive. Et certains pêcheurs locaux commencent à ressentir durement les effets de cette cohabitation. Pourtant, les menaces qui pèsent sur l'espèce ne datent pas d'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle déjà, l'exploitation de leur fourrure et de leur huile en avait décimé une bonne partie. Une stèle rappelle ici que c'est à la demande du roi du Portugal que Diego Sao a découvert le Cap Cross en 1485 et en a revendiqué ensuite la propriété au nom du Portugal. Un peu plus loin, Swakopmund constitue l'un des plus grands ports de Namibie et sa proximité avec Wallis Bay en fait un lieu stratégique pour le commerce maritime international qui trouve ici le seul port en eau profonde de la côte atlantique namibienne. La ville fut fondée par les Allemands en 1892 et la présence d'une population germano-namibienne importante attire de nombreux touristes germaniques qui apprécient l'accueil et le confort de cette station balnéaire. Elle évoque les villes de la mer du Nord et de la Baltique, exception faite bien sûr du sable et des palmiers qui la bordent. En poursuivant la route vers l'ouest, le désert de Namibie propose encore des paysages inattendus. Le quiver tree fait partie de la famille des succulentes vivaces. Les Bushmen utilisaient son écorce pour fabriquer leurs carquois et y glisser leurs flèches. Cette espèce endémique est devenue le symbole du pays. Les récentes pluies ont coloré les reliefs qui bordent la rivière. Les carcasses de voitures n'encouragent pas à explorer le désert au-delà, mais une halte à solitaire s'impose pour aller savourer quelques spécialités allemandes à la pâtisserie de Mousse MacGregor. Nous avons commencé à proposer des tartes aux pommes il y a environ 20 ans. On en vendait 2 plats par jour. Voyez, regardez, voici à peu près la taille des tartes de l'époque. Et maintenant, on en vend 200 kilos par jour, pour une journée moyenne. Nous cuisinons aussi d'autres recettes. Des brownies, nous avons un gâteau au beurre que l'on saupoudre de sucre glace.
parfait pour boire le café. Et ici devant, nous avons différentes variétés de cakes et de biscuits allemands et traditionnels. C'est toute la magie et le mystère de ce pays que l'on retrouve ici dans les dunes de Sossus Velei, à quelques kilomètres de Solitaire. Ces dunes spectaculaires, parfois hautes de plus de 300 mètres, font de la région l'un des pôles d'attraction de la Namibie. C'est l'un des écosystèmes les plus anciens et les plus secs de la planète. On estime que le site s'est formé il y a environ 4 millions d'années par l'accumulation de sable venu du Kalahari. Le paysage évolue constamment. Le vent modifie sans cesse la forme des dunes, tandis que les couleurs varient avec la lumière. Habituellement, la rivière de Dead Vlei est asséchée, mais les récentes pluies lui ont redonné vie de façon tout à fait éphémère. C'est un lac plein de légendes que nous découvrons au sud de Sossus Velei. Dead Vlei est asséché depuis 1 millier d'années. Seuls quelques arbres pétrifiés viennent contrarier la géométrie parfaite des dunes qui se rapprochent inexorablement. Derrière les dunes apparaît le canyon de Sesriem, creusé par la rivière Tsaochab qui traverse la Namibie. C'est la dernière partie visible du cours d'eau avant qu'il ne disparaisse sous les dunes. Les géologues se régalent ici, dans ce canyon à la structure géologique des plus intéressantes, où les agglomérats rocheux témoignent d'une formation de plus de 15 millions d'années. Sauterelles rouges, araignées aux couleurs vives, la Namibie ne cesse d'interpeller le regard. Denis Esman a lui aussi été séduit par cette diversité. L'homme qui a quitté le Congo devenu Zaïre connaît bien ses bêtes. L'araignée des chameaux en est un curieux exemple. Ça mange des petites souris et des scorpions, principalement les insectes. Puis en fait, ils appellent ça les camel spiders parce que quand les hommes sont sur leur chameau, traversent le désert, il y a très peu d'ombre dans le désert, donc le chameau fait une ombre et toutes ces araignées qui sont là viennent se concentrer dans l'ombre et marchent avec les chameaux si on veut. C'est pour ça qu'ils l'appellent ça. C'est le solifuge. Ils appellent ça le upside down tree parce que normalement il n'a pas une feuille. La moindre petite pluie, il est tout vert. En saison sèche, il n'y a pas une feuille. On dirait qu'il a les racines qui sont en haut. Faut faire attention. Ces arbres sont protégés par une petite fourmi qui a l'air inoffensive, mais ça s'appelle le fire ant, la fourmi feu. Et elles vivent à l'intérieur. En fait, elles protègent l'arbre des prédateurs comme l'oryx, les porc-épics, qui viennent se nourrir. Là, le tronc contient beaucoup d'eau. J'en ai déjà sur le chapeau. Alors, allez, je vais vous montrer. Voilà, je vais frapper un petit peu l'arbre. Et vous voyez toutes les fourmis qui vont commencer à sortir. Celle-ci, c'est un petit venin. Et quand elle est agressive, elle se relève l'abdomen un peu comme un scorpion. Et elle spraye une acide qui peut être sprayée jusqu'à cette distance-là quand même. Dernier coup d'œil sur le Namibrand. Denis est aérostier. Il prévoit une balade pour le lendemain si le vent ne se lève pas.
Il est 5 heures du matin et les brûleurs entrent en action pour gonfler la toile de la montgolfière. Les conditions sont parfaites et le vol s'annonce magnifique. Les dunes qui commencent donc, ici devant nous et qui terminent jusqu'à la mer, donc il y a 90 km que des dunes. C'est aussi les dunes les plus grandes du monde. À peine posé, rien n'échappe à Denis, comme ces petits lézards qui circulent sous le sable. Voilà, le petit lézard. Allez. Nous retrouvons Paul Veucret, un artiste belge installé en Namibie depuis 13 ans qui ne manque pas de patience et utilise le sable pour réaliser d'étonnantes compositions. Le sable qu'on retrouve ici, c'est le rouge, le noir, et alors un plus clair qui vient plutôt de Swakopmund, et il y a du brun aussi, des rivières. Nous avons une 50aine de variétés de sable ici dans le pays. Je fais les photos de mes lions, ça c'est des lions que j'ai photographiés en Zambie. À partir de ces photos, Paul Veucret se saisit d'une surface collante qu'il transforme de longues heures durant en tableau plein de réalisme. La Namibie fait partie des grands producteurs de diamants. Ce village fantôme de Kolmanskop est une ancienne mine qui a fonctionné de 1908 à 1938, mais dont l'accès est désormais interdit et sévèrement contrôlé par l'unité de protection des ressources naturelles. Les anciennes demeures des premiers exploitants du diamant venus d'Allemagne sont restées accrochées aux dunes qui lentement les ensevelissent. Nous sommes un peu plus au sud, à Lüderitz. Cet ancien village de pionniers du diamant est sans doute la plus allemande des villes du pays, avec ses églises luthériennes qui côtoient désormais une architecture plus moderne. La baie de Lüderitz est un abri naturel découvert en 1488 par les premiers navigateurs portugais. Aujourd'hui, la pêche et les mines sont les premières activités de cette petite ville, même si les vents réguliers de la baie attirent de plus en plus les amateurs de kite et de windsurf. En quittant la côte atlantique pour le désert du Namibe, nous croisons à Garoub les seuls chevaux sauvages au monde vivant encore dans le désert. L'origine de ces chevaux remonte à la Première Guerre mondiale.
Ce sont des chevaux qui ont été abandonnés à l'époque lorsque les Sud-Africains ont fait fuir les Allemands de la région. Non loin d'ici, à 10 km, en 1950, les Sud-Africains ont amené en plus environ 6000 têtes. Ce que ne dit pas Piet, qui tient un lodge dans les environs, c'est que lors des grandes périodes de sécheresse des années 90, plus de la moitié de la population a disparu. Piet a créé depuis plusieurs points d'eau et garde un œil attentif sur ses chevaux qui ont su s'adapter à cette vie dans le désert et forment aujourd'hui la 6e ou 7e génération. Aussi curieux que cela puisse paraître, ces magnifiques étalons trouvent de quoi paître dans le désert. Une biodiversité insoupçonnée rendue encore ici possible par le courant froid du Benguela, qui couvre régulièrement ces plaines désertiques de couches de brouillard et donc d'humidité. Nous reprenons la route sur la piste C13 qui mène aux plaines du Kalahari. Le Kalahari est le territoire ancestral des San, plus connu sous le nom de Bushmen, et réputé pour leur langue faite de claquements de bouche et de bruits de gorge. Malgré les déplacements forcés et les chocs de la modernisation, cette ethnie d'anciens nomades aux traits fins et au profil très différent des autres tribus du pays reste nombreuse et continue à chasser l'autruche avec des pièges bien particuliers. Autour de son tronc, il prépare le piège avec une lanière de cuir. Puis il dispose au sol les fruits qui susciteront la convoitise de l'autruche. L'oiseau se fera alors piéger, scellant son sort à cette lanière qui se resserre irrémédiablement dans la lutte. L'explication en langue san vaut à elle seule un poème. Ces hommes savent encore identifier les traces laissées au sol par les animaux, et même préciser l'heure de passage de ceux-ci. Mais ce savoir et cette culture ancestrale se diluent peu à peu dans les injonctions de la modernité. L'un d'entre eux confirme qu'ils sont de moins en moins nombreux à vivre ainsi et que la plupart sont attirés par la ville et traversent la frontière du Botswana. Ainsi s'achève un voyage hors du temps, au cœur des espaces infinis et des richesses naturelles de l'Afrique. La Namibie se mérite et s'apprivoise. C'est sans doute ce qui la préserve encore un peu des grands mouvements du monde et offre aux visiteurs une magie intacte et fascinante.